Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais continuer mes explications concernant le lien entre le sens de variation d'une fonction donnée et le signe de sa fonction dérivée. Donc plus précisément, je vais revenir sur la notion de sens de variation d'une fonction et ensuite je donnerai une idée de démonstration du théorème fondamental que vous avez écrit donc, dans le chapitre 8 qui relie le sens de variation d'une fonction dérivable donnée et le signe de sa fonction dérivée. Le théorème du cours est admis, donc on n'écrira pas la démonstration, mais j'aimerais quand même expliquer comment on pourrait démontrer ce théorème-là. Alors, juste avant, on va donc revenir sur la notion de sens de variation d'une fonction. Donc, comme vous l'avez vu en seconde, une fonction qui est définie sur un intervalle donné, ici on va choisir l'intervalle i, elle peut avoir trois sens de variation différents. Elle peut être croissante sur l'intervalle i, elle peut être décroissante sur l'intervalle i, et elle peut être constante sur ce même intervalle. Donc on retient du coup ces trois termes et on n'oublie pas de préciser que on parle de sens de variation d'une fonction sur un intervalle donné. Alors comment on définit plus rigoureusement le fait qu'une fonction soit croissante ou décroissante ou constante sur un intervalle i? Eh bien on va prendre parmi les nombres de l'intervalle i deux nombres quelconques que je vais appeler a et b. Donc a et b, ça va être deux nombres qui sont dans l'intervalle i. Donc là je vais introduire donc deux nombres a et b qui appartiennent à l'intervalle i. Pour faire simple, je vais supposer que a est plus petit que b. A et b, sur le graphe ici que je représente, a et b vont être des valeurs en abscisse. Donc là, par exemple, je vais représenter a. Et là, par exemple, ici, je vais représenter b. Donc, ici, b est bien, dans le repère que j'ai dessiné sur l'axe des abscisses, b est bien à droite de a. B est placé à droite de a, puisque b est plus grand que a. Maintenant, je vais représenter les images associées à A et à B. Donc f de A, comment je le repère? Eh bien, je pars du point de l'axe des abscisses qui a comme abscisse A et je relie verticalement la petite droite là que j'ai là avec la courbe de la fonction. Donc ici, en bleu, c'est la courbe de la fonction f. Et ensuite, je relie avec un trait horizontal le point de la courbe que j'ai ici pour lire l'ordonnée de ce point de la courbe là qui sera égal du coup à f de a. Donc ici, je vais avoir f de a. Enfin, je vais pouvoir lire f de a. On fait la même chose pour b. Donc si on trace à peu près en pointillé dans mon repère orthogonal, je vais lire ici f de b. Bien évidemment, le tracé est imparfait, mais tout ça, on le fait proprement à la règle et au crayon à papier. Donc graphiquement, à partir des abscisses a et b, j'ai pu lire les valeurs de f de a et f de b. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On part toujours de a plus petit que b. Donc là, je vais le réécrire en blanc ici. J'ai a plus petit que b. Qu'est-ce que je constate par rapport à la fonction dont j'ai tracé la courbe représentative ici? Ce que je constate, c'est que f de a semble être, enfin même est, plus petit que f de b. Pourquoi? Parce que sur l'axe des ordonnées, on obtient des valeurs de plus en plus grandes en allant de plus en plus vers le haut. Donc comme ici, f de b,
il est écrit au-dessus de f de a, graphiquement, ça signifie que le nombre f de b est plus grand que f de a. Donc ce que j'ai résumé ici. Mais graphiquement, la fonction que j'ai dessinée ici, ça m'a tout l'air d'être une fonction croissante. Donc en fait, le tracé de points là que j'ai fait va permettre de définir rigoureusement une fonction croissante. On dit qu'une fonction est croissante sur un intervalle i si, pour n'importe quel nombre a et b qui sont dans l'intervalle i, eh bien si a est plus petit que b, alors f de a va être plus petit que f de b. Donc pour une fonction croissante, là je vais le mettre en vert, le sens des inégalités reste inchangé entre ce qui dépend de a et ce qui dépend de b. Donc si on part de a qui est plus petit que b, eh bien quand on a une fonction croissante, l'inégalité ne change pas de sens. Donc ce qui dépend de a, c'est-à-dire f de a, va être plus petit que ce qui dépend de b, c'est-à-dire f de b. Et ça, c'est vrai, pour une fonction croissante sur un intervalle i, ceci est vrai pour n'importe quel nombre a et b de l'intervalle i. Je peux faire le même exemple, cette fois-ci avec une fonction qui sera décroissante sur l'intervalle i. Donc je refais le schéma, cette fois-ci pour une fonction décroissante sur intervalle i. Voilà, hop, hop. Je trace mon petit repère. Je vais maintenant tracer une fonction qui va être décroissante sur l'intervalle i. Hop. Je repère mes abscisses A et B. Donc comme toujours, là, je suppose que A est plus petit que B. Donc graphiquement, je repère le point de la courbe qui a comme abscisse A et je lis sur l'axe des ordonnées l'ordonnée de ce point qui sera égale à f de A. Je fais la même chose pour la valeur B. Donc ici, je lis graphiquement f de B. Donc là, on part toujours de A qui est plus petit que B. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on lit f de A, le point qui a comme ordonnée f de A ici, il va être placé plus haut que le point d'ordonnée f de B. Graphiquement, ça signifie que f de A sera cette fois-ci plus grand que f de B. Donc là, ce qui me reste simplement à changer, c'est cette inégalité-là qui, cette fois-ci, s'écrit dans l'autre sens. Donc on n'aura plus f de A plus petit que f de B, on aura cette fois-ci f de A plus grand que f de B. Or, la fonction dont j'ai tracé la courbe représentative ici en bleu, c'est une fonction qui est clairement décroissante. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est en fait la définition d'une fonction décroissante sur un intervalle i. On dit qu'une fonction f est décroissante sur un intervalle i si, pour n'importe quel nombre a et b de l'intervalle i, si a est plus petit que b, alors f de a sera plus grand que f de b. Donc là, vous voyez bien que les inégalités ici se renversent. Alors, là, une chose importante. Je n'ai traité que des cas d'inégalité large, c'est-à-dire avec les symboles inférieurs ou égal et supérieurs ou égal. Sauf qu'on peut définir des fonctions qui sont croissantes ou décroissantes avec des inégalités larges, c'est-à-dire avec le strictement inférieur à, strictement supérieur à. Donc par exemple, pour le cas d'une fonction croissante, on va dire qu'une fonction elle est cette fois-ci strictement croissante si, pour n'importe quel nombre a et b de l'intervalle i, si a est strictement plus petit que b, alors f de a sera strictement inférieur à f de b. Donc ici, ça va être la définition d'une fonction que l'on dira
strictement croissante sur l'intervalle i. Strictement croissante sur l'intervalle i. Donc là, on a des inégalités larges, c'est-à-dire qu'on n'a que des strictement inférieurs à. De la même manière, on peut définir une fonction strictement décroissante en disant qu'une fonction f est strictement décroissante sur un intervalle i si, pour tout nombre a et b de l'intervalle i, si cette fois-ci a est strictement plus petit que b, alors f de a sera cette fois-ci strictement plus grand que b. En fait, quand on parle de fonction décroissante ou décroissante, en fait, on se place aussi dans le cas où a peut être égal à b. Donc c'est pour ça que quand on passe aux images, donc f de a et f de b, on a des supérieurs ou égales ou inférieurs ou égales. Mais quand on s'intéresse à des fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes, eh bien en fait, a et b ne sont plus égaux. A sera différent de b. Donc on aura, le plus souvent, on utilise a strictement plus petit que b. Et dans ce cas-là, les deux images f de a et f de b ne peuvent plus être égales. Elles seront toujours différentes. C'est ça la différence entre une fonction croissante ou décroissante sur un intervalle i et une fonction strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle i. Alors pour le cas des fonctions constantes, en fait, c'est le cas le plus simple. Une fonction constante, c'est une fonction qui est telle que toutes les images des nombres de l'intervalle i par cette fonction sont les mêmes. Donc graphiquement, une fonction constante dans un repère orthogonal, sa courbe représentative sera tout le temps une droite horizontale. Et si je prends du coup deux nombres a et b que je place sur l'axe des abscisses de nombres a et b tels que a soit plus petit que b, et bien si on repère graphiquement, donc ici on repère graphiquement f de a et f de b, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que graphiquement on atterrit sur le même point, c'est-à-dire que f de a et f de b seront égaux. Donc une fonction constante sur un intervalle i, c'est une fonction qui est telle que pour n'importe quel nombre a et b de l'intervalle i, si a est plus petit que b, alors f de a sera par contre égal à f de b. Petite remarque, et peut-être que certains l'ont déjà remarqué, mais en fait une fonction constante c'est une fonction qui est à la fois croissante et décroissante. Une fonction constante sur un intervalle i, elle est à la fois croissante et décroissante sur ce même intervalle. Donc ici, j'ai expliqué de manière rigoureuse ces histoires de sens de variation. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de revenir sur le théorème fondamental du chapitre 8. Je rappelle que dans ce théorème fondamental, on a un si et seulement si. Donc, à partir du sens de variation de la fonction, on en déduit le signe de sa dérivée, et réciproquement, à partir du signe de la dérivée d'une fonction, on en déduit le sens de variation de la fonction de départ. Alors, pour la démonstration, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que en exercice, on part du signe de la dérivée pour en déduire le sens de variation de la fonction. Pour la démonstration, c'est un peu difficile de partir de la dérivée pour arriver au sens de variation. Donc là, ce que je vais faire comme esquisse de démonstration, c'est d'expliquer pourquoi, quand on a une fonction qui est par exemple croissante sur un intervalle, alors on en déduit que la dérivée sera positive sur cet intervalle-là. Ça, c'est la partie, on va dire, la moins difficile de la démonstration. Alors, on y va. En fait, l'idée, c'est de partir du taux de variation de la fonction f entre x0 et x0 plus h. Donc ici, pour me fixer les idées, donc je considère un nombre x0 qui est dans l'intervalle i,
et je considère un nombre h qui par définition est différent de 0 et qui sera tel que si j'ajoute h à x0, eh bien x0 plus h est encore dans l'intervalle i. Donc ces notations, on les avait déjà rencontrées précédemment. Donc je repars du taux de variation de la fonction f entre x0 et x0 plus h. Donc la formule, on l'avait déjà vue, elle est donnée par f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc ce que je vais expliquer, c'est pourquoi si la fonction est croissante sur intervalle i, alors la dérivée est positive sur i. Bien en fait, ce qu'il faut montrer, c'est que partant donc de la croissance de f sur l'intervalle i, et bien pour n'importe quelle valeur de x0 sur l'intervalle i, le nombre taux de h, donc le taux de variation ici, il sera toujours positif. Et en passant à la limite quand h tend vers 0 et h différent de 0, on va retomber sur f de x, f' de x0 qui sera positif. Alors, pourquoi est-ce que tout ceci est vrai? Si on repart de la définition d'une fonction croissante, on va pouvoir déterminer le signe du numérateur. Et quant au signe du dénominateur, il suffira juste de distinguer les cas où h est strictement plus grand que 0 et h strictement plus petit que 0. Là, par exemple, je vais traiter le cas où h est strictement plus grand que 0. Si h est strictement plus grand que 0, qu'est-ce qu'on peut dire entre les nombres x0 plus h et x0? La réponse est simple. À x0, je lui ajoute un nombre positif. Donc forcément, x0 plus h, comme h est positif, x0 plus h sera forcément plus grand que x0. Il sera d'ailleurs strictement plus grand que x0 parce que h est strictement plus grand que 0. Je vous rappelle, le taux de variation tel que l'on a défini, comme on divise par h, ça veut dire que h doit être différent de 0. Donc, comme h est positif, strictement, x0 plus h va être strictement plus grand que x0. Mais on sait par hypothèse que la fonction f elle est croissante sur l'intervalle i. Donc x0 plus h et x0 qui sont d'ailleurs dans l'intervalle i, on en déduit que si on a x0 plus h qui sera strictement plus grand que x0, eh bien en passant aux images, l'inégalité ici elle est conservée. Donc f de x0 plus h sera supérieur ou égal à f de x0. Ici, je passe de supérieur strict à supérieur ou égal parce que je veux montrer que la fonction est croissante sur l'intervalle i. Donc pas forcément strictement croissante. On a ça. Et bien maintenant, il faut se ramener à ce qu'on a au numérateur. Donc là, partant de là, je peux soustraire l'inégalité précédente par f de x0. Donc si je soustrais de part et d'autre mon inégalité par f de x0, j'obtiens quoi? J'obtiens que f de x0 plus h moins f de x0, ça sera supérieur ou égal à f de x0 moins lui-même, c'est-à-dire 0. Donc là, j'ai démontré que ce qu'on a au numérateur, c'est positif ou nul. Donc retenez bien ce résultat en tête. On a montré, si h est positif, que ce qu'on a au numérateur est lui aussi positif. Donc, là, je vais juste réécrire ce qu'on a trouvé. Donc on a trouvé que ça, c'est positif ou nul. Donc dans le cas où h est strictement plus grand que 0. Ça,
le dénominateur, bah, c'est strictement positif aussi. Ça va être positif. Donc taux de h, c'est une fraction de deux nombres positifs. Bah, plus par plus, ça fait plus. Donc on en déduit par la règle des signes que le taux d'accroissement, le taux de variation entre x0 et x0 plus h est du coup positif ou nul. Alors là, c'est du hors programme, mais ce qu'on peut montrer, c'est que quand on passe à la limite, quand h tend vers 0, donc la limite, donc quand on passe à la limite, quand h tend vers 0 et h différent de 0 de ce même nombre, donc taux de h, et ben l'inégalité ne change pas de sens, elle reste la même, donc la limite du taux d'accroissement, du taux de variation, pardon, entre x0 et x0 plus h de la fonction f, est toujours supérieure ou égale à 0. Or, et ça il faut le savoir, par définition, donc là je vais effacer, par définition, qu'est-ce qu'on sait sur cette limite-là ? Eh bien, le cours nous dit, donc ça on l'a vu dans le chapitre 5, or là, cette limite-là, donc la limite du taux de variation, donc taux de h, le cours nous dit que c'est égal au nombre dérivé de la fonction f en x0. Donc si ça, ce nombre-là est positif, bah du coup ce nombre-là aussi. Donc on a prouvé que dans le cas où h est strictement positif, f' de x0 est positif ou nul. Pardon, mon 0 est mal fait. Donc f' de x0 est positif ou nul. Mais ce qu'on a montré, c'est que ça, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de x0 dans l'intervalle i. Donc on a parfaitement montré que si f est croissante sur l'intervalle i, alors sa dérivée est positive sur l'intervalle i. Donc ici, je peux remplacer à la fin le x0 par x en quelque sorte, parce que ce qu'on a démontré est vrai pour n'importe quelle valeur de x0 dans l'intervalle i. Je ne vais pas refaire la démonstration, mais dans le cas où h est cette fois-ci strictement plus petit que 0, bah la preuve est similaire. Parce que si h est strictement négatif, eh bien x0 plus h, du coup, il va être plus petit que... Pardon, x0 plus h va être plus petit que x0, parce que h est négatif. Et comme f est croissante, ça veut dire que ce nombre-là va être négatif ou nul. Ça, c'est négatif. Moins par moins, ça fait plus. Donc le quotient de deux nombres négatifs est positif. Donc taux de h va être positif. Donc quand on passe à la limite, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai distingué le signe de h et j'ai montré que dans les deux cas, si la fonction f est croissante sur intervalle i, alors sa dérivée est positive sur intervalle i. La démonstration, elle est très facile dans le cas où f est constante, parce que on aura dans ce cas-là taux de h qui sera toujours égal à 0. Et dans le cas où f est décroissante sur l'intervalle i, eh bien il suffit juste d'inverser les inégalités qu'on obtient quand on passe des antécédents aux images. En espérant que ceci a été plus clair pour vous.